ciel était gris de nuages, il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Bonjour à nouveau, pour ceux qui étaient là, et bienvenue aux nouvelles personnes. À vrai dire, il y a deux hypothèses. Ce temps, 4 jours, sans un nuage, très inquiétant. Deux hypothèses. Ou bien le soleil a décidé de faire concurrence aux idées mènent le monde, et tout faire pour éloigner les gens de cette salle, ou bien au contraire, le soleil a voulu célébrer les 10 ans des idées mènent le monde en accompagnant nos rencontres. Réponse, je l'ignore. En tout état de cause, merci d'avoir résisté à toutes les tentations et de considérer que le soleil nous fait un salut amical et nous invite à rentrer ici. Alors, nous allons recevoir maintenant un personnage singulier et très particulièrement intéressant. D'abord, il avait commencé un parcours dans le haut niveau universitaire, Institut d'études politiques et la fameuse École nationale d'administration qui forme chaque année l'élite de l'élite de l'élite de la société, entre guillemets, et qui dirige les entreprises, l'État et tout ce qui bouge dans ce pays, y compris le paysage médiatique. Alors, il aurait pu entamer cette vie-là, mais non. Il bifurque, il devient avocat, et c'est devenu un défenseur assez éminent des libertés publiques. Il n'a jamais quitté le combat pour le maintien ou le développement des libertés publiques. Et puis, il a fait un détour par les armées. Il a côtoyé le monde militaire et il a même fait un séjour actif à la Légion étrangère. Il est colonel de réserve et donc il a parcouru tous les échelons du monde militaire. Et bien entendu, et c'est l'essentiel de ce qu'il est et de sa passion, c'est la littérature, sa passion absolue qui lui vaut d'être élu à l'Académie depuis 4 ans, l'Académie française. Il vient de signer un livre qui s'appelle « S'en aller » et qui est un livre comme il en existe peu, car il s'agit de l'itinéraire d'un homme qui a bougé tout au long de sa vie, d'envie, de profession carrément. Il a rompu avec ce qu'il était à plusieurs fois dans sa vie, ce qui est assez rare dans la vie d'un homme qui aurait pu tout, au début de sa carrière, pouvoir faire, puisqu'il est sorti des meilleures écoles de ce pays. Et il a publié ce livre, donc il s'appelle « S'en aller », qui est son itinéraire, on va dire. Et alors, ce livre est très particulier. Il y a dans chaque page, ça fait 284 pages, je crois, chaque page, il y a une aventure, une rencontre, une pensée philosophique et un regard sur le monde aujourd'hui. Comme s'il y avait 280 romans dans un seul roman. Et c'est très, très particulier. Et alors, ça procure un plaisir très particulier et un rapport très particulier avec ce livre. Nous allons donc rencontrer quelqu'un de vraiment hors du commun, avec un livre parmi les plus singuliers qui soit. François Sureau.
bonsoir. Je remercie Monsieur Laboussière d'avoir donné un sens nouveau à l'expression « un raté sympathique ». C'est un type qui a passé l'examen, qui aurait pu faire de grandes choses et qui finalement à chaque moment essayait de bifurquer. Mais maintenant, à l'âge que j'atteins, j'ai fait ma paix avec ce sentiment d'échec. Vous êtes insensible aux critiques supposées que vous devinez chez votre interlocuteur, parce que ce n'est pas le sens de ce que j'ai dit. Non, bien sûr, je disais ça pour... voilà. Bien sûr. Alors, bravo et merci d'être là. Vous avez écrit un livre tellement intéressant et singulier que je suis content d'en parler avec vous. Et voilà. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose d'important quand même lors de la présentation, de votre présentation. C'est que en 2008, vous avez créé avec votre femme, qui en est la directrice, ça fait donc 16 ans, oui, 16 ans, et vous avez créé une institution qui est très... qui est une institution qui permet, qui reçoit des réfugiés avec ou sans papier, et qui, pendant le temps qu'il faut, parfois plusieurs mois, permet à ces jeunes complètement démunis de rentrer dans la société française, d'en connaître les codes et de mener une vie, voilà, parmi les meilleures vies possibles, en tout cas des vies dont ils n'auraient jamais osé espérer avant. Donc je voulais dire ça parce que, en chapeau de tout, d'après de tout ce que j'ai dit, il y a quand même quelqu'un qui est à la recherche du bien, même dans vos livres. Oui, enfin, c'est très gentil de le dire. En fait, en réalité, donc je suis très sensible au fait que vous le disiez. Non, mais ça se sent dans vos livres. Il y a certainement dans ce que j'essaie d'écrire quelque chose un mot sur Pierre Claver avant. En fait, en réalité... Donc Pierre Claver, c'est le nom de cette association. C'est cette association que ma femme a créée, et non pas moi, et qui m'a donné l'occasion de me faire valoir, puisque à l'époque je faisais l'avocat, et je faisais l'avocat souvent pour soit l'État, soit des grandes entreprises publiques, etc., etc. Et j'avais quand même un peu l'impression de perdre mon âme dans cette activité. Et c'est là où, en fait, j'ai répondu à son appel en essayant d'organiser un réseau de défense gratuite des demandeurs d'asile avec d'autres avocats dans mon genre. Et j'y ai trouvé d'immenses satisfactions. Comme à chaque fois qu'on fait, soi-disant, le bien. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il est extrêmement rare qu'on fasse le bien sans en tirer une satisfaction personnelle. Voilà. Mais c'est plutôt son œuvre que la mienne. Pour le reste, ce que vous dites est très juste. Et il y a un auteur que j'aime énormément. Parce qu'en fait, le plaisir de ce genre de rencontre, c'est que je peux vous recommander les auteurs que j'aime bien, et puis on peut parler des auteurs que j'aime bien, et c'est quand même assez passionnant. Il y a un auteur que j'aime énormément qui est Stevenson. Et Stevenson, voilà, l'homme de l'île au trésor. Ouais. Stevenson a écrit, en dehors de ses grands romans, L'île au trésor, Le maître de Ballantrae, il a écrit de très beaux passages sur la littérature, et notamment un passage qui s'appelle Les porteurs de lanternes. Et dans Les porteurs de lanternes, Stevenson, ça c'est très d'une certaine manière anglo-saxon, je pense que c'est assez peu français, le français étant plus porté vers l'ironie sarcastique. Stevenson décrit le lien intime qui existe entre la littérature et le désir du bien. Pour Stevenson, il n'y a pas de véritable littérature. Réel, le lien vraiment ontologique, le lien fondamental qui existe entre la littérature et le désir du bien. Désir même de sauver ces personnages les plus contestable, désir de voir, comme chez Dickens, une société meilleure émerger sur les débris des workhouses, chose qu'on trouve chez Balzac, chose qu'on trouve chez Zola. Vous voyez, quand Gide dit il n'y a pas de... ça n'est pas avec les bons sentiments qu'on fait de la bonne littérature, il a raison naturellement. Si on veut faire des livres pieux, ça marche pas bien et c'est pas passionnant. Un véritable livre doit incorporer des quantités équivalentes de bien et de mal. Mais cette phrase a fait beaucoup de mal. Cette phrase a fait beaucoup de mal parce qu'elle nous a interdit de penser qu'il y avait un rapport entre la littérature, en particulier la fiction, et le désir du bien. Et parmi les auteurs que j'aime énormément, il y a Simenon. Le personnage de Maigret est l'incarnation même de l'ambiguïté du désir du bien. Il résout des crimes, donc il cherche à punir le coupable. D'un autre côté, ce n'est pas lui qui le punit, mais un juge. Il comprend le coupable autant qu'il le punit. Alors même qu'il l'envoie devant la justice, il conserve avec lui le sentiment d'une humanité commune. Il semble penser à chaque moment qu'il s'en est fallu de très très peu pour que lui-même devienne une sorte de délinquant. Il y a un très beau livre de Simenon qui s'appelle « Lettre à mon juge » où un criminel explique à son juge comment il est devenu un criminel et cette espèce de frontière
Il est tombé du mauvais côté. Indécise, qui fait tomber du mauvais côté. Et je trouve que ceci a à voir avec la très grande littérature. Là, je vous ai reconnu à votre première parole. À ce moment-là, au moment de la création, avec votre femme de l'institution, vous avez dit « je faisais l'avocat ». Tout le monde dit « j'étais avocat ». Non. Vous faisiez l'avocat. C'est vous, ça. Oui. C'est votre livre. Oui, voilà, non, mais c'est vrai. C'est peut-être étrange de rencontrer quelqu'un qui... Ça prouve peut-être une certaine déconnexion de ma part, mais ça rappelle Malraux. Vous savez que Malraux aimait les chats. Ah oui. Et il avait des chats. Il dessinait d'ailleurs. Il y a plein de petits dessins de Malraux où il dessine des chats. Et il aimait raconter cette histoire qu'un jour, Mallarmé, chez lui, là, derrière la gare Saint-Lazare à Paris, Mallarmé était en train d'écrire un poème, et puis son chat arrive et comme font tous les chats, se met à s'asseoir sur le poème en quelque sorte. Et Mallarmé lui dit « Et toi, chat, que dis-tu de toi-même » Et là, la grande surprise d'entendre le chat répondre « En ce moment, dit le chat, je suis chat chez Mallarmé. » Voilà. C'est exactement l'impression que j'ai par rapport aux différents métiers que j'ai faits. J'ai essayé de les faire bien. Et ils m'ont apporté d'ailleurs une forme d'optimisme, c'est-à-dire j'ai traversé plusieurs milieux professionnels, comme vous l'avez rappelé, et à chaque fois j'ai choisi, j'ai préféré être frappé par la quantité de bien que j'y trouvais. Et quand je faisais l'avocat... Dans les diverses professions. Oui, dans les diverses professions. Et quand je faisais l'avocat, chez mes confrères, mais aussi chez certains juges, j'étais extrêmement frappé de voir la masse énorme de dévouement qui était à l'œuvre dans une société. Et que quelquefois, ce qui ne va pas dans la société, qui est également important, nous cache, vous voyez. Et c'est la raison pour laquelle je suis très content d'être passé comme ça d'un milieu à un autre. S'en aller... Il fallait le trouver, c'est beau en soi. Et vous avez quitté quoi? S'en aller, c'est quitter. Oui, s'en aller, c'est s'en aller. Je crois que, en réalité, enfin, comment dire, ce que j'ai compris, c'est que le désir de s'en aller manifestait le fait qu'on était déjà parti. C'est ça, c'est la concrétisation. En fait. C'est la concrétisation du fait qu'on est déjà parti avant. Et dans ce livre, je parle de tas de départs, vous voyez, de départs de personnalités qui, pour certaines, sont très connues, comme Victor Hugo, d'autres beaucoup moins connus, comme un bonhomme extraordinaire, dont je dirai peut-être un mot ensuite, qui s'appelait Victor Jacquemont, qui est un auteur du 19e siècle français, qui est mort à 31 ans à Bombay, une sorte de Rimbaud, quoi, si je puis dire, mort plus jeune que Rimbaud, d'ailleurs, parce que Rimbaud est mort plus vieux que ça. Et en regardant ces différentes vies, je me suis rendu compte qu'ils étaient déjà partis avant de partir. Que en fait le départ de Hugo a pour cause non pas simplement le fait qu'il est déçu par Napoléon III, que la République de 48 est disparue, que les libertés publiques disparaissent, que le pouvoir politique est confisqué. Non, en fait, c'est la concrétisation d'une forme de déception à l'égard de la politique dans son ensemble qu'il ressentait déjà avant. C'est-à-dire qu'au moment de partir, il est déjà parti. Et c'est vrai pour Jacquemont, c'est vrai pour Patrick Leigh Fermor, qui est un très grand écrivain voyageur anglais. Et je pense que c'est ça qui a été... Alors ça m'a beaucoup rassuré de lire ça, parce que j'ai toujours éprouvé un sentiment d'étrangeté par rapport aux choses que je faisais. Là, vous aviez un aîné. Et j'en avais plusieurs. Et donc, je me suis rassuré de dire, après tout, ça n'est pas si inhabituel que ça de ne pas se sentir entièrement à sa place nulle part. Voilà. Avant d'avoir passé les concours prestigieux qui vous permettaient d'accéder à toutes sortes de choses dans la République, quand vous aviez, je sais pas, 12-13 ans, votre premier rêve avant l'entrée de l'adolescence, votre première référence qui vous parlait vraiment et qui vous donnait envie de quelque chose, c'était quoi? À moins que vous n'ayez pas de rêve à ce moment-là. Si. Si. Ah bah écoutez, je vais vous faire une confidence que je n'ai jamais faite, mais c'était l'âge de ma première communion, je crois. On appelait ça comme ça à l'époque. Avant la communion solennelle. C'était comme ça. Non, c'était la communion solennelle, parce que je suis né en 57. Je vous parle de 1968. Et c'était en 68 au moment des événements de mai 68. Et donc on avait une maison pas loin de Paris.
Et on s'était réfugié là. Mon père, qui appartenait à une autre génération et qui, d'ailleurs, évidemment, s'est trompé là-dessus, pensait que les communistes allaient prendre le pouvoir. Et donc, avec quelques amis du village, si je puis dire, on avait mis la maison en état de défense. Poussé des sacs à sable contre les fenêtres. Ah bon? Oui, on avait un jardinier qui était vraiment sympa, qui avait saisi son fusil à chevrotine, avec des gros plombs, là, vous voyez, pour tuer les sangliers, était descendu à la sortie du village, il y avait une station-service, il était descendu avec la tonne à purin, braquer la station-service, pour mettre la totalité de l'essence dans la tonne à purin, pour être sûr qu'au moins on aurait de l'essence le jour où il faudrait fuir vers le Havre et prendre enfin un bateau pour l'Amérique. Pendant ce temps-là, mon père allait à l'ambassade du Canada, parce qu'on avait de la famille au Canada. Ah bon, à ce point-là? Ouais. Et il demandait les passeports pour le Canada. Alors, tout ça a cessé quand on a invité le curé à déjeuner un dimanche. Le curé, qui en avait beaucoup vu, qui était un brave homme, nous a dit, mais ne vous y trompez pas, c'est communiste. Les gars qui manifestent, d'abord, c'est pas des communistes, c'est des jeunes crétins complètement suragités. Les communistes, il n'y a pas plus force d'ordre que les communistes. Donc les communistes vont se mettre d'accord avec le général et vous pourrez continuer votre vie tranquille. Vous croyez, a dit mon père? Oui, oui, certainement. Vous pouvez démonter les sacs de sable et rendre l'essence à la station-service. Ce qu'on a fait, et le curé avait raison. Vous voyez, le curé avait totalement raison. Le curé qui avait du sens politique avait parfaitement vu qu'on n'était pas à la veille de la révolution sociale. Bref, pendant ce temps-là, moi, je faisais ma retraite de communion solennelle. Dans la petite église de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et je crois que c'est peut-être l'une des seules fois de ma vie où j'ai ressenti là l'idée d'une coïncidence possible entre ce qu'on peut être, ce qu'on se sent être et ce qu'on rêve d'être. Et je me suis dit, tiens, une bonne idée, ça serait de devenir curé ou moine. Oui. Ce qui a motivé ensuite une longue fréquentation des abbayes et le fait que la fin de ce livre, S'en aller, porte sur la Grande Chartreuse. Du monastère. Comme un endroit où finalement le désir de s'en aller et le désir d'arriver se rejoignent. C'est-à-dire qu'on part pour aller dans un endroit qui est la préfiguration, on l'espère, de ce qui se passera après la mort, et où en réalité on trouve enfin son unité dans un départ qui est également une arrivée. Et ce sentiment-là, ce rêve de trouver une unité, je l'ai eu pour la première fois pendant que mes aînés, avant de devenir notaire ou président de boîte de publicité, faisaient péter des arbres sur le boulevard Saint-Germain. Voilà. Ça me sépare à jamais de la génération qui précède immédiatement la mienne. C'est vrai. Est-ce que, à certains moments de votre vie, vous qui êtes amoureux absolu des lettres, un livre, une lecture, plus largement, a décidé d'un changement radical chez vous? Non, jamais. 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 En fait, il y a deux moments différents. La première chose, c'est que je pense que probablement, comme je me souviens qu'un jour j'avais demandé à Jean d'Ormesson pourquoi écrivons-nous, et après avoir réfléchi, il m'avait répondu sincèrement, je crois qu'on écrit parce que quelque chose ne va pas. C'est bien du Dormesson, ça s'est dit. Mais c'est juste, hein, oui. Je crois qu'on écrit parce que quelque chose ne va pas. Et moi j'ai toujours ressenti que quelque chose n'allait pas. Bon. Et donc après, une fois que quelque chose ne va pas, on cherche des issues. Alors, au début, j'ai cru trouver cette issue dans l'idée d'être un écrivain. Je voulais être un écrivain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un livre qui m'a poussé vers ça. Je voulais être un écrivain à cause de la figure des écrivains. Et il y avait... Mais pour dire quoi? Pardon? Pour dire quoi? Aucune importance. Oui. Non, être un écrivain. Il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être les plus anciens s'en souviennent, mais il y avait une très belle collection aux éditions du Seuil qui s'appelait Les écrivains par eux-mêmes. Ah oui. Je la lisais assez jeune, à 13 ans, 14 ans, vous savez, écrivain de toujours. Oui, je me souviens. Au hasard, comme ça. Et ça me fascinait. Une large partie des choses que j'ai faites ensuite a été dictée, enfin, et même de certains engagements, comme l'armée, par exemple, a été dictée par le souvenir, non pas des œuvres, mais de la représentation qui était donnée de la vie des écrivains. Par exemple, le Maurice Barrès, Barrès par lui-même, était écrit par Domnac. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de ces livres, il y avait une photographie ou des images d'époque ou de l'auteur avec en dessous une citation. Et pour Barrès, la page s'ouvrait simplement sur une ligne d'infanterie progressant dans les Vosges en 1915, avec un officier 250 mètres devant tout le monde, c'est-à-dire le type exposé à prendre la première balle, et en dessous il y avait simplement écrit
se refaire une âme complète. Voilà. Que ceci soit une part d'illusion, qu'ensuite le spectacle de la guerre montre que ça ne ressemble pas du tout à ça, et à ce qu'on avait rêvé quand on était jeune, est une évidence. Mais enfin, c'est ça qui m'a frappé. Ou bien le Rimbaud par lui-même, qui était fait par Bonnefoy, où on voyait la Meuse en dessous de Charleville, vous voyez, et la phrase en dessous, c'était simplement « Et libre soit cette infortune ». Et ces deux phrases, vous voyez, par exemple, ces phrases, pas ces livres, mais ces phrases, me faisaient dire que la littérature serait mon pays. Après, je me suis rendu compte que pour avoir un jour ce que je n'aurais jamais, mon nom dans la collection des écrivains par eux-mêmes, il fallait écrire des livres. Bon. C'est là où la difficulté a commencé. Mais c'est plutôt ça qui m'a frappé. Et puis, autre chose, dans l'autre sens, c'est le livre consolateur, vous voyez. De circonstances. Le livre de circonstances. Qui aide. Quand les choses sont difficiles, vous voyez, Montesquieu disait « Je n'ai pas eu de chagrin », ça c'est vraiment tellement un homme du 18e, et tellement élégant, « Je n'ai pas eu de chagrin qu'une demi-heure de lecture ne soit arrivée à consoler ». Voilà. Sacré tempérament que celui de Montesquieu, hein, je veux dire. Bon. Et moi, il y a certains livres... Vous l'avez ressenti, ça, vous-même ? Ah oui, je l'ai ressenti pour certains livres très, très différents. Bon, il y a des livres qui me donnaient envie il y a des livres qui étaient dans les moments de révolte, qui consonnaient avec mon sentiment de révolte et qui donc me rassuraient, parce que la préface de Sartre à Aden Arbi de Nizan, aujourd'hui, quand je regarde la vie politique ou la vie générale, où les gens sont tellement militants, je pense à cette préface. Nous avons signé, nous avons pétitionné, nous avons détesté, nous avons haï, et nous finirons comme des notaires désespérés, sans aucun autre souci que celui de la condition de l'homme dans sa généralité. En vérité, tout menace de ruine un jeune homme, depuis les ambitions du début jusqu'au dîner prié et à l'Académie française. Voilà. Ce grand côté tragique qui est honnête, quoi, vous voyez, ce son de sincérité me plaisait beaucoup. Et puis, de l'autre côté, des livres consolants, quelquefois très étonnants. Par exemple, il y a un auteur allemand que j'aime beaucoup, qui est Ernst Junger, qui a écrit le premier et le deuxième journal parisien quand il était dans les troupes d'occupation à Paris pendant la guerre. Il était militaire, oui. C'était un appelé. Un appelé, si je puis dire. Oui. Et il y a chez Junger une distance à l'égard de l'événement qui est quelque chose à quoi je reviens à chaque fois que la destinée de mon pays me fait souffrir. Vous voyez, je vois des choses qui ne me plaisent pas, comme vous, comme chacun voit des choses qui ne me plaisent pas. Et Junger a cette distance à l'égard de l'événement qui est extrêmement consolante, parce que il avait toutes sortes de raisons bien supérieures aux nôtres d'avoir une distance à l'égard de l'événement et de son pays, malgré tout, hein, entre 40 et 45. Et ça me console. Donc les livres m'ont servi à ça, si je puis dire, soit à m'encourager, soit à me consoler. Alors, dans votre livre, celui-là et d'autres, il y a beaucoup de citations. Vous citez beaucoup les références qui sont les vôtres. Et on a la confirmation ici en venant de vous écouter. Et franchement, j'en ai rencontré des auteurs et des gens, et je n'ai jamais vu quelqu'un qui, spontanément, est capable de citer aussi longtemps, aussi souvent et aussi fidèlement ce qu'il a lu. Comment, c'était un vrai sujet. Comment se fait-il que dans votre tête ait pu s'organiser le souvenir de tout ça ? Il est probable que si j'avais été plus talentueux, je me serais contenté de me citer moi-même. C'est-à-dire, vous voyez, vous trouvez une situation qui vous frappe, et comme, en fait, j'ai toujours été essentiellement un lecteur, je passe ma vie à lire. Donc, une situation qui me frappe, il est assez rare, malheureusement, je le déplore d'ailleurs, mais il est assez rare que je me dise, tiens, ça tu vas pouvoir l'exprimer mieux qu'un autre. Et c'est assez naturellement la pensée de l'autre qui me vient à l'esprit. Donc c'est par association ? Oui, c'est par association. Ouais. Je me souviens mais c'est assez. Vous voyez, par exemple, même pour décrire des personnes, hein, et même, par exemple, des personnalités politiques. Je ne vais pas essayer d'utiliser Saint-Simon pour décrire François Bayrou. Hein. Je reste prudent. Mais pour décrire des personnalités politiques, par exemple, il y a un auteur que j'aime pas énormément, mais dont j'aime pas mal le style, qui était un des auteurs préférés de Mitterrand, qui était Jacques Chardonne. Ah bah oui. Et quand Mitterrand est mort... Un Charentais. Voilà, un Charentais comme lui. Et quand Mitterrand est mort, j'ai pensé à la phrase de Chardonne, et je marchais dans la rue en me la répétant avec la voix de Mitterrand. Et si le Dieu qui m'a créé doit me recevoir,
je lui rendrai sa créature telle qu'il l'a faite, le cœur étroit, et que je n'ai pu changer. C'est magnifique. Ouais. C'est le portrait de Mitterrand. Je lui rendrai sa créature telle qu'il l'a faite, le cœur étroit, et que je n'ai pu changer. Voilà. Et assez naturellement, ça me vient et ça enjolive mes promenades dans Paris parce que j'aime bien marcher. Voilà. Mais c'est pas de la mémoire, hein, ce que vous avez. Ce sont des associations à un moment donné. Non, mais je ne pense pas être spécialement hypermnésique. C'est-à-dire que pour moi, la vie est littéraire. Oui, je veux dire, elle passe dans des phrases, elle s'incarne dans des phrases. Elle est. Vous voyez, oui, parce qu'il y a une explication à cette mémoire si immense. C'est-à-dire qu'elle est ma manière de rendre compte de ce même que à vous-même. À moi-même. Enfin, je suis content que vous soyez là, hein, bien sûr. Mais c'est à moi-même. Je passe ma journée comme ça. Vous voyez, comme pareil, c'est pareil avec la récitation de la poésie. C'est pareil avec. C'est-à-dire que vous vivez avec. Je vis avec. Voilà, je vis avec et j'en suis assez content. C'est pas une mémoire en fait, c'est votre façon. Non, c'est ma manière de dérouler le fil de cette espèce d'immense, comment dire, de cette espèce de création littéraire unanime, vous voyez, qui est formée de mes souvenirs, des vôtres, de nos vies, de nos lectures, etc., et qui forme pour moi comme une espèce de grand livre magique dont, j'espère, le sens nous sera donné au-delà de la mort, vous voyez. Et dont j'entends dès maintenant les échos voilà, j'y pensais l'autre jour à propos de je parle pas mal de Hugo dans le livre. J'y pensais l'autre jour à propos de Hugo. Un autre exemple, vous voyez, de la manière dont ça sert à la vie. On se demande aujourd'hui, là, en politique, s'il faut voter à droite, voter à gauche, etc. Et moi, je me suis beaucoup détaché de ça au fil des années, mais je pensais, à chaque fois que je lis des choses politiques dans les journaux, je pense à la description que donne Victor Hugo des funérailles de Chateaubriand. Vous vous souvenez que Victor Hugo adorait Chateaubriand. Quand il était jeune, il disait « être Chateaubriand ou rien ». Voilà. Et puis Chateaubriand meurt en 1848. Victor Hugo décrit les funérailles de Chateaubriand qu'il trouve trop bourgeoise. Il y a des gens de l'Institut, il y a 4 soldats qui se battent en duel et qui ont l'air de s'emmerder. Tout ça ne lui paraît pas conforme à ce qu'est Chateaubriand. Et il dit d'ailleurs, j'aurais préféré pour monsieur de Chateaubriand des funérailles grandioses, l'épée du gentilhomme émigré, le manteau de père, la garnison de Paris sur pied, les tambours voilés de noir et les cloches de Notre-Dame sonnant de minute en minute, ou bien les funérailles du pauvre dans une église de campagne. Et le paragraphe suivant, il dit simplement « Peu de temps avant sa mort, mes amis et moi sommes allés voir monsieur de Chateaubriand. Monsieur de Chateaubriand ne disait rien de la République, si ce n'est « Vous fera-t-elle plus heureux ?» Voilà. Et ça, c'est on ne vous a pas bien entendu. Vous redites Monsieur de Chateaubriand ne disait rien de la République, si ce n'est « Vous fera-t-elle plus heureux ?» Voilà. Et ça, vous voyez ce que je veux dire, ça donne, c'est l'expression la plus exacte du sentiment qu'on peut avoir d'étrangeté, de familiarité à l'égard de la vie extérieure, la vie politique par exemple, telle que nous la voyons. Pourquoi un détour par l'armée ? Ça, je dois dire que c'était pas forcément dans votre itinéraire, si, à moins que ce soit familial. Oui, un peu, oui. Et puis, je pense qu'il y avait. Je pense que ma génération a été surplombée par la guerre, par ce qu'il avait fait, une génération juste avant la mienne. Les récits, c'était la guerre. Non, précisément, par l'absence de récits. Plus ils l'avaient fait, moins ils en parlaient. Et donc en réalité, le monde de la guerre, le monde de l'histoire en guerre, de l'histoire dans la guerre, mon grand-père à l'Hartmannswiller-Kopf, mon oncle, le frère de mon père, qui est le premier médecin détaché à l'armée rouge à être entré dans le camp de Theresienstadt, il n'en parlait jamais. Il n'en parlait jamais. Toute cette vie familiale était couverte par un non-dit absolu. J'avais un parrain que j'aimais beaucoup qui commandait une compagnie du 8e régiment de tirailleurs marocains au Mont Cassin, vous voyez, dans l'armée juin, au franchissement de la ligne. Les Marocains d'ailleurs, c'était les Marocains et il n'en parlait jamais non plus. Au maximum, on disait dans la famille, l'oncle machin a fait une belle guerre. Et puis c'était tout.
Et pourtant, c'était héroïque, le Mont Cassino, c'est raconté dans les livres. Oui, mais plus c'est héroïque, moins... Enfin, en général, les vrais, plus c'est héroïque, moins ils en parlent. Donc, ils n'en parlaient pas du tout. Je pense qu'il y avait... Je pense qu'il y a eu de ma part un désir d'aller voir ce qui, de manière directe ou indirecte, avait marqué mon enfance. Et j'ai commencé à me lancer là-dedans au moment de la Yougoslavie. C'est aussi parce que j'aimais beaucoup l'histoire. Lire des livres d'histoire. Vous voyez, j'ai enseigné un peu à Sciences Po. Et donc j'étais très intéressé par l'histoire. Et d'une certaine manière, la guerre en Yougoslavie, qui a commencé en 91, c'était enfin, on avait mis un couvercle sur le chaudron, et puis on a enlevé le chaudron, et on a vu réapparaître les choses telles qu'elles étaient en 1914. C'est-à-dire ça se passe au même endroit, à Sarajevo. Et j'ai eu envie, comme disait, je pense, comme disait Aaron, de voir l'histoire se faisant. À quoi ça ressemble? Vous voyez ce que je veux dire? À quoi ça ressemble quand on est au centre du machin? Alors, le problème d'ailleurs, c'est que quand on est au centre du machin, c'est comme Fabrice à Waterloo dans La Chartreuse de Parme. C'est le seul qui voit rien. Là, quand on est au centre du machin, on ne voit rien. Quand on est au centre du machin, ça pète à droite, ça pète à gauche, on ne comprend pas ce qui se passe, on est terriblement déboussolé et on ne voit rien. Mais je trouve que je voulais voir, je voulais éprouver ce sentiment de l'histoire en train de se faire. Je pense que c'était ça la raison. Est-ce que c'est aussi, je sais pas, c'est une supposition, mais je me suis dit que, vu votre état d'esprit, parce que je pense que l'armée est un des seuls endroits où la fraternité est une valeur essentielle et qu'il n'y aurait pas d'armée sans fraternité. Est-ce que c'est pour mesurer le sentiment de fraternité, l'éprouver? Alors c'est pas pour le mesurer. En fait, c'est pas pour le mesurer. En fait, je l'ai éprouvé pour la première fois quand, peut-être comme certains d'entre vous dans cette salle, j'ai fait mon service militaire. Mon service militaire a été l'occasion pour moi de découvrir un monde que je ne connaissais pas du tout, parce que j'avais eu une enfance très bourgeoise et protégée. Découvrir un monde que je ne connaissais pas du tout, où des gens qui n'avaient pas bénéficié des mêmes facilités que moi étaient meilleurs en topo, meilleurs en tir, plus courageux, avec une capacité de commandement beaucoup plus forte. Et donc ça, en fait, ça a été pour moi une expérience absolument fondatrice. C'est-à-dire que ça a totalement bousculé mon regard sur le monde. Ça m'a d'ailleurs fait penser assez étrangement que les hiérarchies sociales ne correspondaient à rien de réel. Vous voyez ce que je veux dire? À rien de substantiel. Et vraiment, ça m'a donné un sentiment qui n'a pas diminué encore aujourd'hui. Je parle une fois par semaine à mon sous-officier adjoint, qui était le fils d'un mineur du Nord, qui a fini adjudant-chef. Depuis 20 ans? Et ça fait maintenant près de 40 ans qu'on s'écrit, chaque année. Et qui est, voilà, quand j'ai été reçu à l'Académie française, je crois que l'une des personnes que j'ai eu le plus de plaisir à voir dans cet endroit quand même glorieux, c'était lui. Et j'ai eu avec lui des relations d'un naturel, d'une simplicité, que je n'ai jamais retrouvée. D'une longévité aussi, que je n'ai jamais retrouvée par la suite. Ce qui fait que quand, des années après, j'ai signé pour m'engager dans la réserve opérationnelle de la Légion étrangère, je pense que j'avais le désir de retrouver ça, de retrouver cette forme de sincérité au-delà de tout. Alors, c'est une forme de sincérité étonnante parce que c'est pas un kolkhoz anarchiste, la Légion étrangère. Vous voyez ce que je veux dire? La différence entre l'officier, les sous-officiers, les engagés du rang est extrêmement forte. Les distinctions quasi sociales, ils sont beaucoup plus fortes que dans la vie civile. Mais pourtant, il y a un influx mystérieux qui traverse ces hiérarchies. Vous avez quel grade quand vous étiez à la Légion? J'ai fini colonel. Colonel, oui, je sais. Mais oui, avec tout ce qui va avec, oui. le tutoiement asymétrique. Oui. Tutoiement symétrique. Oui. Ça, on tutoie le soldat qui vous voit. Ça. Qui tutoie l'officier. Non, oh là là. Justement, pourquoi réciproque? Pourquoi c'est pas réciproque? Non, pourquoi vous disiez c'est réciproque? Non, ce que je veux dire, c'est qu'un officier tutoie l'homme du rang. Bien sûr. Et tutoie même les sous-officiers qu'il a connus comme homme du rang, quand bien même, d'ailleurs, le sous-officier aurait été cité 4 fois au combat et aurait 20 ans de plus. Hein. C'est véritablement un autre monde, comme dit Louis Jouvet. Et c'est aussi un monde de renversement des perspectives. Je crois que j'ai été très, très, très sensible à ça. Voilà. Je continue à l'être. D'ailleurs, parmi les milieux que j'ai eu l'occasion de traverser, c'est certainement un des milieux que j'ai préférés. C'est un moment où vous avez découvert quelque chose? Non, j'en avais la prescience.
Je pense qu'on a la préscience que tous les Vous hommes saviez Je pense qu'on a tous la préscience que tous les hommes se valent. Vous voyez ce que je veux dire, sans considération de diplôme. Je pense qu'on a tous cette préscience, on a cette idée qu'il y a une nature humaine commune. Et ça a été pour moi l'occasion de le vérifier en pratique. Voilà. Et j'étais très content de cette occasion. Alors, vous avez été avocat, vous faisiez l'avocat, je ne sais pas. La devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Vous avez été un défenseur des libertés de manière constante, on va dire. C'est un de vos principaux soucis, liberté publique. Et qu'est-ce qui est plus important, liberté ou fraternité ? Vous allez là rentrer dans le domaine des idées. J'ai toujours eu du mal. Il ne faut pas. J'ai toujours eu du mal avec. Avant de venir. Non, je dis ça parce que la fraternité est tellement importante pour vous extrêmement que je me demande importante. que le défenseur des libertés, est-ce que finalement il y a une liberté sans fraternité ? En gros, on va dire les choses comme ça. Oh, je pense pas. Parce que la vraie liberté, c'est dans la fraternité. Je pense pas parce qu'on ne peut pas défendre les libertés. Enfin, je veux dire, défendre, comme disait Bernanos, les libertés en général, c'est défendre les libertés des autres. Ce qui m'éloigne de toute une partie du monde moderne, c'est que les gens qui revendiquent la liberté la revendiquent pour eux-mêmes. Alors qu'en réalité, la bonne défense de la liberté, c'est en fait de se soucier d'abord de la liberté d'autrui, ce qui n'est pas possible si on n'a pas essentiellement un sentiment de fraternité. Donc, réponse ? Réponse... je vais prendre la chose par un autre bout. En fait, je ne suis pas quelqu'un de conceptuel, vous voyez. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux libertés, c'est parce que, en fait, j'étais très frappé de la facilité avec laquelle nous abandonnions un certain nombre de principes sur lesquels on avait fonctionné pendant longtemps. Pour moi, on ne peut pas rentrer la nuit chez quelqu'un si on n'a pas le mandat d'un juge. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est aussi tarte que ça, quoi. Hein. C'est pas bien d'être surveillé tout le temps. Il ne faut pas que les incriminations pénales soient trop larges. Sans ça, ça permettrait d'envoyer en prison, a priori, le tiers des personnes qui sont dans cette salle. Et j'ai vu que, parce que nous étions inquiets de la violence, du terrorisme, de la dislocation sociale, on avait tendance à revenir sur ces principes. Et je n'aimais pas ça. Mais je n'aimais pas ça de manière absolument concrète et immédiate. Et puis, au bout d'un moment, j'ai cessé d'en parler. Et j'ai cessé d'en parler quand je me suis rendu compte que mes sorties sur la liberté étaient en fait... utilisé ou me faisait le complice de gens avec qui je n'avais absolument rien de commun. Les défenseurs de l'islamisme intégral, les fous de Chavez, vous voyez ce que je veux dire ? Et je me suis rendu compte qu'en fait nous ne parlions pas de la même chose, que pour moi la liberté n'était pas la liberté de faire n'importe quoi selon sa petite conscience personnelle, mais plutôt l'organisation d'un système général de liberté publique qui nous permettrait de poursuivre notre chemin dans la société à l'abri des interventions de l'État. Et puis en plus, dans les années qui viennent de s'écouler, d'autres puissances sont apparues beaucoup plus puissantes que l'État, hein, les mouvements de l'opinion publique, la tyrannie de la majorité, les gens qu'on envoie au pilori sur des soupçons, enfin, vous voyez. Et ça rend assez les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux. Ça rend assez difficile la position classique, vous voyez, du juriste libéral qui dit c'est l'État qui est mauvais. Non, l'État n'est pas mauvais, nous le sommes autant que lui, puisque c'est parce que nous lui concédons toutes ces facilités qu'il a la possibilité d'intervenir dans nos vies. Donc je suis très content d'avoir fait ça, et je continue à préférer la Déclaration des droits de l'homme à son absence, naturellement, mais peut-être que j'y mets moins de passion qu'autrefois. Je voulais vous poser une question, parce que vous avez eu quelques phrases sur le monastère tout à l'heure. Il y en a senti que la mort, pour vous, avait peut-être pas la même signification que pour d'autres, on y reviendra peut-être. Est-ce que l'aide à mourir, qui est maintenant un sujet qui concerne absolument tout le monde, qui est de plus en plus, on avait Cynthia Fleury maintenant qui disait que c'est par millions que chaque famille a ce problème-là à résoudre. Est-ce que c'est une liberté supplémentaire ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Là encore, je suis un peu mal à l'aise à cause de mon indigence conceptuelle, mais ce qui me semble, c'est que dans cette affaire, il y a quelque chose que les Français oublient toujours, c'est la question du tiers. Je vais prendre un exemple qui est le problème de la censure. Le problème de la censure. Il y a des gens qui disent ça serait voilà, telle opinion est insupportable, il faut la censurer. Je le comprends très bien d'ailleurs, il y a des tas d'opinions qui me révoltent totalement et que je préférerais qu'on censure. La question est qui censure ? Qui censure ? Est-ce que le procureur, le juge d'instruction, l'autorité de régulation des télécoms a vocation à censurer ? En quoi la conscience de ces gens est-elle supérieure à la mienne ? Vous voyez ? Bon.
Le problème de ce qu'on appelle l'aide active à mourir, moi j'ai peine avec ça. Vous voyez ce que je veux dire, l'aide active à mourir, je ne sais pas ce que ça veut dire, quoi. L'aide active à mourir, enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai un vrai problème, enfin, je ne comprends pas ce langage moderne, quoi. Mais bon. Ce qui me trouble là-dedans, et la seule chose qui me trouble, c'est que je pense que la décision de mourir est une décision individuelle. Individuelle. Oui, et que l'idée que l'État puisse se trouver en quoi que ce soit mêlé par n'importe quel processus réglementé à cette décision m'inquiète, eu égard à ces prolongements possibles. Voilà. C'est ma seule pensée. Pour le reste, je trouve que ça relève de chacun. Ça ne relève pas seulement de chacun. Les familles sont confrontées à... Des millions de personnes doivent résoudre le problème que lorsque quelqu'un de leur famille dit « écoute, j'ai envie de partir », etc. C'est un problème qui se pose par répercussion sur des millions de gens chaque année. Bien sûr, oui. Vous pensez que c'est nouveau ? Ah oui, parce que les gens sont très âgés maintenant, que c'est plus pareil. Oui, bon, enfin, les gens qui étaient affrontés à la guerre ou au massacre collectif se sont aussi posés des tas de questions de cet ordre, oui, alors même qu'ils n'étaient pas âgés. Oui. Je crois que la vraie question n'est pas du tout là. La vraie question, c'est de savoir si c'est un problème de pénalisation. Si on peut être poursuivi. Vous me demandez de vous suicider, je suis absolument ravi de vous suicider. La seule chose que je peux demander à l'État, c'est de ne pas être poursuivi de ce fait. Ça, ouais. Mais ce n'est pas d'organiser une procédure au terme de laquelle un médecin voudra vous piquer parce que je vous en donne l'ordre. Voilà, c'est ça ma position. Vous préférez dire oui ou non ? Oh, je préfère dire oui. Ah oui, je préfère dire oui. Ça, c'est vraiment ça. C'est une summa divisio entre les gens du oui, entre les gens du oui et les gens du non. C'est vraiment un. Ah oui, c'est pas une frontière, c'est une. Ah non, c'est une division. Voilà. Oui. Moi, au fond, je préfère dire oui. Voilà. Je dis ça parce que s'en aller, on a l'impression, si on lit le texte seulement, qu'il a passé son temps à dire non à des situations et qu'il est parti. Ah non, c'est pas du tout ça. Il a dit oui à autre chose. Il a dit oui à autre chose. Oui, non, c'est pas. Non, je pense qu'il n'y a pas de. Enfin, vous voyez, le départ comme refus. Enfin bon, non, je suis pas à ce point. Je suis pas à ce point romantique. En revanche, c'est en tout cas en ce qui me concerne, c'est oui à ce sentiment qu'il y a quelque chose au-delà du rideau, qu'il y a quelque chose au-delà de la vie immédiate, de ce que Mayakovsky appelle la vie courante. Vous voyez, il y a quelque chose au-delà de la vie courante qui justifie d'aller y voir, mais ça procède plutôt de l'amour de la vie que du refus des circonstances actuelles au moment où vous partez. Est-ce que l'homme qui a traversé, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu votre parcours, avec la diversité des gens que vous avez rencontrés, des situations, etc. Et donc, je me demandais si, à la fin de toutes ces pérégrinations, est-ce que vous avez trouvé l'unité qui vous fait ? Ah, sûrement pas. Sûrement pas ? Non, sûrement pas, mais au moins, je suis... Ah si, vous avez une colonne, vous avez tout ça. Je ne sais rien, mais au moins, je suis raisonnablement en paix avec, avec des choses que j'ai mis du temps à comprendre, qui est que on pouvait attendre plus de ces échecs profonds que de ces réussites apparentes, et qu'au fond, ce sentiment qu'il existait quelque chose au-delà du miroir, c'est plutôt renforcé avec les années, ce qui fait que plus je m'avance vers la fin, ce qui est normal. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Plus je m'avance vers la fin, plus je suis plutôt enclin à l'indifférence à l'égard d'un très grand nombre de choses qui me passionnaient avant, c'est sûr. Non pas au refus, mais à l'indifférence. Et aussi à une forme d'espoir bienveillant, quoi. Voilà. J'y suis de plus en plus sensible. Vous avez un passage quand vous êtes dans les monastères, pas un passage, c'est la fin du livre. On a l'impression que vous expliquez dans quel milieu vous êtes et pourquoi vous allez là-bas. Et ce qui vous frappe, c'est que la mort n'a pas la même signification du tout pour les moines qui y sont et pour les ordinaires que nous sommes. La mort n'est pas du tout seulement la fin de la vie, pas du tout, c'est beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup d'autres choses, mais cela dit, ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas véritablement de différence, je trouve, entre la vie des moines et la nôtre. C'est-à-dire que parmi les moines que j'ai connus, certains ont eu des fins de vie extraordinairement apaisées, vous voyez, où s'étant préparés par 40 ans d'exercice de la prière quotidienne, on pouvait penser que ça allait bien se passer.
et où d'autres ont eu des fins de vie marquées par la déréliction et le désespoir. Ce qui fait qu'en fait, on n'en sait rien. Et ce qui me frappe dans les monastères, ça n'est pas d'ailleurs le rapport de proximité avec la mort, mais c'est plutôt une capacité, dont j'ai été largement dépourvu une partie de ma vie, à vivre dans l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, le moine sort du temps quand il est au monastère. D'ailleurs, le temps se répète, la récitation des psaumes est la même, les offices des heures sont les mêmes, et donc se développe une capacité à vivre dans l'instant que je trouve absolument exceptionnel et désirable. Uniquement dans celui-là. Dans celui-là. Ça ne rend pas nécessairement l'instant de la mort plus facile, d'après ce que j'ai vu, mais en tout cas, je trouve cette capacité à vivre dans l'instant tout à fait exceptionnelle. Parce que vous dites à un moment dans ce chapitre que la mort est presque attendue par eux, parce que c'est un aboutissement, c'est pas une fin. Ben, ça, c'est sûr que s'ils sont là, c'est parce qu'ils pensent, parce qu'ils attendent d'une certaine manière une rencontre exactement décisive. Ils attendent quelque chose. Ils attendent une rencontre décisive que leur vie, ils l'espèrent, à préparer et assister à ça. Enfin, être témoin de ça est assez bouleversant. Mais ça peut toucher des gens qui n'ont pas fait ce choix quand même assez radical d'aller s'enfermer dans un couvent pour réciter l'office des heures. Par exemple, Junger, quand on lui demandait ce qu'il ressentait, il est mort à 102 ou 103 ans, on lui demandait ce qu'il ressentait à la fin, il répondait simplement une immense curiosité. Voilà. Je trouve ça assez extraordinaire. Ça dit quelque chose d'un influx de vie qui pratiquement ne cesse jamais jusqu'à la fin. Vous savez, j'avais envie de vous poser une question, parce que, aussi à cause de votre parcours. Vous avez eu beaucoup de choses, 10 fois plus que les gens à l'habitude dans leur vie. Et surnage dans votre livre, et même quand vous parlez, une émotion. On sent que lorsque vous prononcez des mots, même en citation, vous partagez l'émotion de celui qui l'a écrit. Et vous le trouvez parfait parce que ce sont des citations et qu'effectivement la langue est magnifique. Et je me disais, est-ce que François Sureau a envie de pleurer de temps en temps, est pris par une émotion énorme? Est-ce qu'il est sujet, avec tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a entendu, est-ce qu'il est encore sujet à la vérité d'une phrase Ah oui, et de temps en temps, il y a des choses qui me... il y a des choses banales d'ailleurs, mais il y a des choses dans ce que je lis, dans ce que j'entends, qui me bouleversent jusqu'aux larmes, qui me bouleversent absolument, parce que je sens que d'une certaine manière, vous voyez, nos vies sont environnées par les convenances, par la discrétion aussi, par la politesse, par la civilité, par tout ce qui nous a endurcis dans l'existence. Et puis de temps en temps, quelque chose comme ça, quelque chose passe, qui tout d'un coup nous réintroduit dans ce qui est le cœur profond de nous-mêmes. Et ça peut être une phrase, ça peut être un vers, ça peut être une poésie, ça peut être quelque chose qui et de temps en temps, je suis moi-même surpris par ce surgissement de la vie vraie, vous voyez, derrière l'immense socle enquisté, derrière la carapace des convenances, qui a ébranlé le système. Et ça me bouleverse absolument. Ouais. Vous avez en mémoire un ou deux vers qui vous ont provoqué ce choc? Je fais appel à votre c'est variable. C'est variable au cours du temps, mais puisque François Bayrou avait choisi Aragon il y a des vers de la fin de la vie des vers de la fin de la vie d'Aragon que j'ai toujours, enfin qui me bouleverse toujours autant, qui est, vous connaissez ça, je chante pour passer le temps, petit, qu'il me reste de vivre. Comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en. Et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil. J'ai vécu le jour des merveilles, et j'en dirai, tant fut cette vie aventure, où l'homme a pris grandeur nature sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets.
et j'en dirai, nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une, la Chine s'est mise en commune. Nous avons fait des clairs de lune, oui. Pour passer le temps, je chante. Au violon s'use l'archet et la pierre, au jeu du ricochet. Et que mon amour est touchante, près de moi, dans l'ombre penchante. Oui, pour passer le temps, je chante. Voilà. On a le je pense que c'est pas le même type de poème qui vous voyez ce que je veux dire. Ce genre de poème ne me faisait pas pleurer quand j'avais 20 ans. Maintenant que j'en ai 67, c'est quand même pas un âge canonique, enfin quand même un peu. Quand même. Je comprends mieux ce qu'il veut dire, vous voyez. Oui. Plus jeune, des choses me frappaient au cœur, comme oisive jeunesse, à tout asservi. Par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Ah, que le temps vienne, où les cœurs s'éprennent. Oh, c'est la poésie solaire de Rimbaud. Enfin, ça m'atteignait de manière incroyable. Et encore, et puis des choses toutes simples. Hugo sur le. Je crois que l'un des vers qui me fait le plus pleurer, je dois vous dire, c'est les dernières phrases de Demain dès l'aube. Vous savez, à l'heure où blanchit la campagne, où la fin est. Enfin, il parle de la mort de sa fille. Et je ne regarderai pas ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Mais c'est bouleversant. C'est bouleversant, Hugo. C'est magnifique, vous savez, parce que vous êtes l'inventeur d'un concept. Vraiment. En choisissant de vous en aller... On m'a dit plein de choses désagréables. Non. Mais jamais à ce point. Moi, je dis ce que je pense. En décidant de vous en aller 1000 fois, vous avez trouvé le moyen d'être partout. Y compris de nous faire pénétrer dans un autre monde quand vous nous parlez. C'est-à-dire non seulement d'être partout, mais de permettre à chacun d'être partout pendant le temps de cette rencontre. C'est gentil, mais au fond... c'est pas gentil. Non, mais c'est aimable. Mais ce que je veux dire, c'est la même relation que j'ai eue. Ce sentiment que vous vous exprimez là, je l'ai à l'égard de la littérature entière. Vous voyez, j'éprouve toujours une immense gratitude pour tous ceux qui m'ont aidé, enfin dans les livres, spécialement dans la poésie d'ailleurs, à trouver le passage sur cette terre acceptable, réconfortant, enthousiasmant, etc. C'est pour ça que la lecture m'a toujours été quelque chose d'extrêmement précieux, quoi. Vous avez des enfants ? Oui, oui. Enfin, nous en avons. Vous en avez ? On s'est mis à 2 pour en faire. Là, vous êtes original. Hein. C'est arrivé à personne d'autre que vous, ça. Et qu'est-ce que vous leur dites ? Pardon ? Quand vous leur parlez, de quelle manière vous leur parlez ? Eh bien, je leur parle pour expliquer que, contrairement à ce que pense le monde moderne, le secret est très important. Et c'est la raison pour laquelle je ne vous dirai pas ce que je leur dis quand je leur parle. En plus, il y a l'humour. Tout y est. Écoutez, on a passé 1 heure comme sur un nuage et comme dans la réalité en même temps. Et cette capacité à nous faire passer de l'un à l'autre était un moment particulier dans la vie. Et je vous remercie de nous l'avoir consacré. Merci beaucoup. Moi, j'étais très content d'être là, en tout cas.